Bonjour tout le monde, la petite vidéo surprise, vous attendez pas, on essayait depuis longtemps, mais grâce à, vous devinerez pas quoi, une membre du club VIP, Sylvie, qui a une érablière et elle a proposé de nous faire découvrir ça parce que beaucoup ont des questions. Donc là, on est avec Michel et Sylvie dans leur propre érablière, ils vont nous expliquer comment on fait du sirop d'érable. Alors bonjour. Bonjour tout le monde. Simplement pour décrire les différentes étapes de fabrication du sirop d'érable. Donc, on a commencer par la première étape qui est la cueillette de l'eau. Il faut d'abord la cueillir avant de la faire bouillir. Donc, généralement, maintenant au Québec, pour cueillir l'eau d'érable, ce qu'on appelle un entaille. Donc, on perce un trou avec une mèche dans chacun des érables qu'on entaille, qui est collecté à un réseau de tubes secondaires, comme ici, de petits tubes, qui va rejoindre un plus gros tube et toutes les érables coulent. Toute l'eau s'écoule dans ces tubes-là jusqu'à un bassin qui est en bas ici de la montagne. Par la suite, il y a une pompe qui permet de remonter l'eau à l'intérieur de la cabane ici pour passer à l'étape de concentration et de bouillage. Donc ça, en fait, c'est la méthode moderne par rapport aux petits seaux en aluminium qui étaient accrochés sur chacun des érables. Absolument, c'est ça. Les chaudières qu'on appelait dans l'ancien temps, qui est accroché après l'arbre. Le même type, l'entaille, mais la chaudière est accrochée. Et là, il fallait les ramasser un par un. C'est ça. On accrochait la chaudière directement après l'entaille. Et l'eau dégouttait dans la chaudière. Puis là, on ramassait chacune des chaudières dans un baril qu'on amenait à l'eau d'érable. Donc, c'est beaucoup plus d'ouvrage, évidemment, que de partir la pompe en bas de la côte. OK, alors là, on est dans la cabane de l'érablière. Donc là, on voit le gros tuyau noir qui ramène vers ce que Michel nous expliquait. Puis là, dans la cabane, là, vous voyez les belles raquettes à la québécoise. Puis, Michel va vous raconter la suite. Donc, comme mentionné, une pompe qui ramène l'eau d'érable dans un bassin, à part d'un bassin similaire à celui-ci, puis elle arrive dans ce bassin-là. Donc, en dedans de 24 ou 40 litres maximum, on emplit à peu près un bassin comme celui-là quand ça coule bien. On est à 450 entailles, donc plus tu as d'entailles, évidemment, plus tu recueilles d'eau. Les entailles, ça veut dire les trous dans les arbres. Et quand vous dites quand ça coule bien, c'est parce que qu'est-ce qui fait que ça coule ou que ça coule pas? C'est que les conditions météo ont favorisé le fait que l'eau remonte dans l'arbre pendant la nuit quand il fait froid à cause d'un changement de pression. Donc, l'eau part des racines, elle remonte vers les feuilles, vers les branches pour aller donner vie aux feuilles, aux bourgeons au printemps. Et quand c'est gelé la nuit et que ça dégèle le jour, donc mettons moins 5 la nuit, plus 5 le jour, l'eau redescend à cause du changement de pression et là, elle entre dans ce qu'on appelait tantôt le chalumeau. Et là, ça coule. Donc, si la température est favorable, donc on dit moins 7 le jour, moins 7 la nuit, plus 7 le jour, c'est les conditions favorables. Si c'est ça sur plusieurs jours, l'érable va aller puiser son eau rapidement, puis ça va couler davantage. Alors que si il fait toujours près du point de congélation, ben, l'eau circule un peu, donc tu vas en récolter beaucoup moins. Donc vous êtes complètement dépendant de la météo. On ne peut pas prévoir les saisons d'érable et le stock d'érable, ça dépend. D'année en année, ça varie dans la même période, mais on ne peut pas prévoir la quantité d'eau qu'on va recueillir dans une saison, ça varie d'année en année. Selon les conditions climatiques. Donc, il faut qu'il fasse très froid la nuit et très chaud le jour. En tout cas, ben, pas très, mais disons moins 7. Moins 7, c'est à peu près le range idéal, là, si on veut. OK. Mais s'il se met à faire trop chaud et qu'il ne gèle plus, ben, il va monter plus d'eau, les bourgeons vont sortir et là... L'arbre va utiliser cette eau en question-là. On ne peut pas la récupérer. Ça ne sera plus de l'eau d'érable sucrée, ça va être de la sève, vraiment. Okay. La sève n'est pas un bon produit pour fabriquer du sirop d'érable, c'est vraiment l'eau d'érable. OK. L'eau qu'on recueille, donc, est minimalement sucrée. Donc, on mesure le taux de sucre en degrés Brix, ce qu'on appelle. Donc, quand elle arrive ici, elle atteint environ à 2 degrés Brix, en moyenne 2, 2,5, dépendamment de la saison, ça varie. Et quand elle va sortir en sirop d'érable, elle va être rendue à 66 Brix, qui est le taux de sucre du sirop d'érable. Okay, donc, il faut la faire bouillir pour qu'elle se concentre pour passer de 2 Brix à 66 Brix à la sortie de l'évaporateur. Quand c'est rendu du vrai sirop d'érable. Quand c'est rendu du vrai sirop d'érable, okay. Une concentration en sucre de 66,5 Brix idéalement. Okay. Bon, un peu plus, un peu moins, ben, il va être plus sucré, moins sucré. Okay. On vise ce niveau de Brix-là. Donc, c'est pour ça que la deuxième étape, maintenant, il y a des petits appareils qu'on appelle des concentrateurs. Donc, l'eau ici est à 2 Brix quand elle arrive, mais on la fait passer à travers des cylindres
qui permet déjà, sans la chauffer, de la concentrer. Donc, OK. un petit concentrateur comme ça va amener l'eau qui était à 2 brix, on va la ramener environ à 6 brix, grosso modo. Donc, on va bouillir, on va couper l'eau en 2. Donc, plutôt que de bouillir 300 gallons d'eau dans une journée, bien, on va en bouillir 150 ou 100 gallons si on la concentre. Donc, ça sauve le temps d'évaporation. Okay. Donc, c'est la deuxième étape pour nous, en fait, la concentration. On concentre l'eau, elle l'est déjà. Évidemment, ici, c'est toujours l'eau concentrée. Puis dans le bassin du bas, ben, c'est de l'eau pure, ce qu'on appelle du filtrat. C'est de l'eau vraiment, il n'y a plus aucun minéraux dedans, c'est de l'eau le plus pure possible. Okay? Qui nous sert à alimenter notre réseau d'alimentation. Est-ce qu'on pourrait boire cette eau d'érable? Ici, on pourrait la boire. Mais pas à la sortie de l'arbre? À la sortie de l'arbre, ben, on peut la boire. Oui, OK. Sans problème. Ça goûte quelque chose ou? Ben, quand oui, elle n'est pas très sucrée. 2 brix, on goûte un niveau minimum de sucre. Mais oui, on peut la boire. On pourrait cuisiner avec cette eau d'érable? Oui. Oui, il y en a, ça, puis, ça donnerait un léger goût. Commercialise. On en trouve maintenant dans les marchés de l'eau d'érable en bouteille. Okay. C'est un nouveau marché qui se développe. Donc, c'est ceux qui la traitent là, pour qu'ils ne développent pas de bactéries dedans. Je connais pas les secrets de la transformation. La sève d'érable est maintenant utilisée comme telle. Oui. Et donc là, on voit qu'il y a un tuyau qui se rend vers là, c'est ça? On est rendu là ou pas encore? Oui, dans le fond, le tuyauterie est connecté à partir du bassin d'eau d'érable qui amène l'eau dans ce qu'on appelle l'évaporateur. C'est l'évaporateur qui va permettre de franchir les différentes étapes pour qu'à la fin, c'est beau, hein? On sorte le sirop à 6 brix. OK, c'est là où il va bouillir. C'est ça. Là, il est en action, non? Hein? Non, là, il est prêt. Il faut allumer. Nous, on bouille avec du bois. Donc, c'est un évaporateur au bois. Il y en a différents types. Il y en a à l'huile à chauffage, il y en a à granule, il y en a même à l'électricité. Mais de façon traditionnelle, c'est au bois. Donc, on sert du bois environnant pour faire bouillir l'eau, l'amener au degré de concentration qu'on veut pour faire le sirop d'érable. Cool. Alors, hors des bassins, comme on peut voir, le bois, on a allumé le feu et ça s'est mis à bouillir. On essaie de garder un niveau de bouillage le plus constant possible entre les pannes. Ce qu'on appelle ici, les pannes, c'est ça, on appelle la grande panne. L'eau entre, commence à se concentrer. Ah, c'est juste de l'eau, c'est fou, hein? Donc, on est entré ici peut-être à 6 degrés brix, puis elle va faire quelques allers-retours pour ressortir ici à l'entour de 23 ou 24 brix, puis elle va se transvider dans une plus petite panne. Puis le bouillage va continuer dans cette panne-là, continuer la concentration. Et avec l'augmentation de la densité, l'eau va s'écouler dans la panne, qu'on appelle la panne de finition, la panne à sirop, qui va permettre de sortir le sirop quand la température atteinte quand la température désirée sera atteinte, donc à l'entour de 219 degrés Fahrenheit. Okay. Et puis là, il y a un méchant feu, là, ça marche tout au feu de bois. Avec le bois d'ici, que vous coupez, puis que vous... Oui, le bois qui est sur la terre, ici, qu'on coupe. Ouais, ça a l'air d'envoyer, hein? Un méchant gros varromas, hein? Vous avez vu ça? Là, c'est le dernier carré, puis on voit bien que ça commence à prendre une couleur de sirop d'érable. Alors, racontez-nous peut-être, c'est quoi qui fait qu'on a du sirop d'érable clair ou foncé, ou plus ou moins épais, ou... En fait, c'est vraiment la composition de l'eau et des nutriments qu'il contient. Dans l'eau d'érable, il y a beaucoup de minéraux. Donc, au fil de la saison, les minéraux dans l'eau d'érable changent. Il y a aussi, quand le temps se réchauffe, ben, il y a davantage de bactéries qui se développent parce que les bactéries aiment bien le sucre. Donc, plus que ça chauffe, plus que l'eau se réchauffe, il y a une augmentation de bactéries. Donc, tout ce mélange de bactéries et d'éléments chimiques différents font en sorte qu'au début de saison, on produit du sirop généralement qui est beaucoup plus clair, avec un goût différent. Et au fil de la saison, ben, le sirop devient de plus en plus foncé et avec un goût beaucoup plus caramélisé. Donc, le goût change à travers la saison.
Et en fait, de chaque érablière, ça fait un sirop personnalisé, j'imagine, parce qu'entre la météo, le terrain, puis la personne qui s'occupe de ce gros varoma-là, j'imagine que ça fait une différence? Oui, comme c'est des produits du terroir, hein, comme si on compare avec le vin, mais chaque terroir produit avec, dépendamment de la composition de son sol, va produire un raisin qui sera différent, qui va donner du vin différent. C'est pareil pour le sirop d'érable. Pourtant, tous les sirops d'érable ont sensiblement le même prix. C'est dommage, il pourrait y avoir comme dans le vin, des grands crus. Oui, il faut dire que la commercialisation du sirop d'érable au Québec est sous un très gros syndicat qui détermine à chaque année les prix pour l'ensemble des producteurs. Est-ce qu'il existe des sirop d'érable-ologues, genre comme des œnologues? Est-ce que ça existe pour le sirop d'érable? Il y a les goûteurs qui permettent de classer le sirop d'érable parce que quand les producteurs qui produisent pour le syndicat, pour la Fédération des producteurs, envoient leur sirop d'érable en baril, ce sirop-là est goûté, est classé et le prix varie en fonction de la composition. Mais ça, c'est pas fait pour chaque érablière. C'est comme un... Pour tous les érablières qui ont des quotas de production, qui font partie de la Fédération des producteurs, oui, chaque pas gallon, mais baril de sirop d'érable, parce qu'il est vraiment baril, et testé. Ok, là, vous pouvez regarder vos affaires si vous voulez. Je veux pas que vous soyez... Je voudrais pas qu'on rate la tournée d'aujourd'hui, hein? Parce que c'est sûr que Michel est obligé de surveiller le bois. Il en a remis plusieurs fois, il surveille son thermomètre. Puis là, en fait, ce qu'on attend, c'est que dans la dernière cuve, ça soit à la bonne température, à la bonne densité, pour tomber dans cette affaire-là, qui est comme la prochaine étape, c'est ça, hein? On va accumuler du sirop ici, qu'on va conserver le plus chaud possible avant de le transmettre avec une pompe dans le système de filtration ici. Pour qu'il soit complètement pur et bien propre. C'est ça. Le sirop va être filtré pour sortir du filtre avec une limpidité plus grande que si on le laissait non filtré. Puis après, le plus fou, là, on discutait tout à l'heure, là, Michel et Sylvie, c'est eux qui mettent tout en canne, en conserve. Donc là, une fois que ça sort de ce filtre-là, Sylvie, elle va remplir ses 400 et quelques conserves de sirop d'érable toute seule, là, à la manivelle et à la louche. C'est quand même complètement fou. Et pourtant, c'est du sirop d'érable que vous pouvez trouver sur leur boutique en ligne. Hein. Vous avez un site en ligne où vous vendez votre sirop d'érable. Alors évidemment, pas pour les gens d'Europe parce que c'est plus compliqué, puis vous n'avez pas une assez grosse production pour vous rendre jusque-là. Mais les gens du Québec, si vous avez le goût d'acheter le beau sirop d'érable de Sylvie et Michel, notamment celui qu'on est en train de faire là, celui-là est comme spécial. Le nom de votre boutique en ligne, vous m'avez dit que c'est cabanasucredudomaine.com. cabanasucredudomaine.com. Donc on en reparlera de toute façon, mais moi j'ai bien hâte de voir la cuvée du 19 mars. Donc là, on attend que sur le thermomètre, ça se rende à combien exactement? 212, c'est ça? On est en Fahrenheit? De 219. À 219. Ça varie en fonction de la pression atmosphérique, donc ça pourrait être 218 aujourd'hui, puis 220. Donc quand ça va commencer à réchauffer, on va vérifier le taux de sucre pour être sûr que le sirop qui sort de là est à 66,5 brix à peu près. Alors, une fois que le sirop est coulé, on l'a mis dans la presse. On le maintient ici à la chaleur dans le bain-marie, qui est ici. Et une fois qu'il est dans le bain-marie, on le met dans la canne. On met un petit couvert et on va le mettre dans... Pourquoi j'arrive pas? Alors, je le mets ici dans la sapseuse. C'est la première fois que je le fais cette année. Alors, hey, on a la première canne de sirop d'érable. Alors, après ça, oups, on tourne. Et ça, vous faites ça pour les 400 conserves que vous allez produire? On fait ça pour les 400 conserves qu'on va produire. Toutes les conserves de sirop d'érable sur la boutique seront passées dans la moulinette avec Sylvie. Si ça, c'est pas de la tradition, là. Exactement. Alors ici, on donne un petit coup.
Alors Sylvie, là on a vu depuis tout à l'heure comment faire du sirop d'érable, mais ici au Québec, on sait, en Europe un peu moins, il y a beaucoup de dérivés autour du sirop d'érable. Il y a, je pense, du beurre d'érable, du sucre d'érable, et c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question comment on fait du sucre d'érable. J'en ai aucune idée. Pouvez-vous nous raconter ça? Bien sûr. Alors tous ces produits-là qu'on parle de beurre d'érable, de beurre mou ou de beurre dur, du sucre granulé ou du sucre en pain, tout ça se fait à partir du sirop d'érable. Seulement le sirop d'érable, qu'on amène à une certaine température dépendant du produit qu'on veut produire. Et ensuite, on fait refroidir plus ou moins longtemps, dépendamment aussi si on veut un beurre mou ou un beurre dur. Tout ce qui est important, c'est de s'assurer de bien brasser. Là, on a ici une palette qu'on a confectionnée sur la base d'une vidéo qu'on a vue de Stéphane Gendron et qui permet de tourner avec une drille. Une fois que c'est chauffé, refroidi dans le chaudron, ce qui est important, c'est de tourner constamment à la même vitesse. Et là, ça devient, dépendamment du produit qu'on veut faire, soit du beurre mou ou du sucre granulé. Le sucre granulé aussi, on a un autre instrument qu'on vient tout défaire notre sucre pour qu'il vienne fin comme un sucre blanc, tout simplement. Donc, c'est toujours le sirop qui est la base de tout, sans ajouter aucun autre ingrédient, sauf peut-être ceux qui veulent faire des sous-sons de sucre dur, que je pense qu'il y a je me souviens pas comment on appelle ça. En tout cas, il y a quelque chose qu'on rajoute, mais le reste, c'est toujours à base d'érable. Et la recette, c'est vraiment chauffer à un certain degré, refroidir pendant plus ou moins longtemps, et après ça, avoir des bons bras. Parce que le beurre mou, là, beurre d'érable qui est excellent, ça prend des bons bras pour le brasser. Mais c'est la recette pour obtenir ces différents produits qui sont vraiment très bons. Le sucre d'érable, j'ai du mal à l'imaginer. Je comprends pas parce que je mets ça en parallèle avec du caramel, ce que je devrais pas. Mais là, dans ce que vous dites, si on fait chauffer et refroidir, j'imagine que ça part en couche épaisse de caramel. J'ai du mal à imaginer que d'un seul coup, pam, ça devient du sucre. Ça vient tout comme fou, la cassonade. Ouais, ça vient. Ouais, c'est surprenant. Ça fait comme une espèce de petite éruption volcanique, on disait là. Puis après ça, on brasse, ça vient tout se défaire. Puis oh non, c'est vraiment impressionnant. C'est un phénomène de cristallisation en fait. Les molécules se transforment en cristaux soudainement. Parce qu'ils ont été brassés et ça fait des cristaux plus ou moins gros. C'est pour ça qu'on les brise ensuite pour faire des cristaux plus fins. C'est vraiment un principe de cristallisation. On pourra, Fenelly, te montrer ça la prochaine fois qu'on va en faire. Avec plaisir. L'année prochaine, on fait les dérivés du sirop d'érable. C'est bon? On fait les dérivés du sirop Parfait, d'érable. le rendez-vous est pris. Aucun problème.